lobbies contre intérêt général, une guerre démocratique. Bon, je ne sais pas, des 4 personnes qui sont prévues pour intervenir, qui veut commencer Claire, Karine, je ne sais pas. Allez, que l'une d'entre vous se lance. Allez. Bonjour à tous. Donc Karine Jacquemart de l'association Foodwatch. Moi, je vois 3 grands chapitres sur cette histoire de lobby et comment, en fait, j'ai lu là dans le texte, il y avait l'influence des lobbies sur la décision publique. Je pense que c'est plus précisément l'influence des lobbies d'intérêt privé sur la décision publique d'intérêt général. Enfin, ce qui est vraiment choquant, c'est intérêt privé versus intérêt général. Et comment les intérêts privés, de plus en plus, phagocytent, en effet, les décisions publiques, tant et si bien que l'intérêt privé finit par primer sur l'intérêt général. C'est bien ça le problème, tant évidemment sur le plan environnemental que je réinsisterai pas là-dessus, mais pour moi, il faut tout le temps mettre en perspective les aspects environnementaux et sociaux. Il faut vraiment qu'on ait une approche intégrée, ça nous rendra plus forts. Donc, 3 choses, je vais les brosser rapidement, mais la première, c'est celle qu'on connaît tous, c'est un peu l'influence directe, quoi, des lobbies sur les décideurs publics. Il y a eu, on connaît les méthodes du lobby du tabac il y a quelques années. Malheureusement, elles ne sont pas révolues, elles sont utilisées aujourd'hui par beaucoup d'autres lobbies et ça semble encore marcher. C'est ça qui est fou. On a beau connaître les ficelles, ça marche encore. Donc je passe les Monsanto et Monsanto Papers. Je vais quand même vous donner un exemple avec ce qu'on appelle les Big Five dans l'industrie agroalimentaire. Et l'exemple du logo nutritionnel. Le logo nutritionnel, vous avez peut-être entendu parler du Nutri-Score en France, c'est cette histoire de mettre des couleurs et des lettres pour donner une information, enfin, un peu transparente, accessible à tous sur les composants nutritionnels. Quand on voit qu'on a un gamin sur 6 en France en surpoids ou obèse, on se dit que c'est important. Mais l'histoire, c'est quoi? C'est qu'en 2010, il y a eu la négociation en Europe d'un règlement sur l'information sur les denrées alimentaires. Et les lobbies, et d'ailleurs Martin confirmera, mais je crois que le chiffre qui a été investigué par vous a été de dire 1 milliard d'euros ont été utilisés par les lobbies de l'industrie agroalimentaire à l'époque pour empêcher qu'une mesure européenne rende obligatoire un logo nutritionnel coloré pour tous partout en Europe. Donc ça, c'est les lobbies qui n'en ont pas voulu. La France, il y a 2 ans, vous vous en rappelez parce que ça a été dans les médias, a adopté le Nutri-Score en France. Mais à cause de ce règlement, elle ne peut le faire que sur base volontaire. C'est-à-dire qu'un État membre ne peut pas rendre obligatoire ce genre de mesures. Ça a d'ailleurs fait l'objet de certains débats lors de les débats à l'Assemblée nationale sur la dernière loi alimentation et agriculture. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? On a aujourd'hui plus de 80 entreprises en France qui s'engagent volontairement. Bon, très bien, ça ne suffit pas, il faudrait que ce soit obligatoire. Mais on a pire. On a tout d'un coup ce qu'on a appelé les Big Six, les 6 géants de l'industrie agroalimentaire, qui sont Coca-Cola, Pepsi, Nestlé en tête de file, Unilever, voilà, et j'oublie les autres, mais ils sont évidemment partout sur nos articles. Et ils ont dit tout d'un coup, ah mais si, en fait, on est pour un logo nutritionnel, on vous avait pas dit. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que quand ils ont vu qu'il y avait tout d'un coup le Nutri-Score sur base scientifique, indépendant, qui va donner une information objective aux gens, ils ont voulu faire un contre-feu, créer de la confusion. Et maintenant, ils sont en train de raconter partout, c'est-à-dire autant auprès des entreprises sur lesquelles ils ont une influence en Europe qu'évidemment les décideurs politiques, de ne pas soutenir l'extension du Nutri-Score en Europe et d'adopter leur modèle qui, je vous le mets dans le mille, propose des couleurs beaucoup plus intéressantes pour vendre. C'est-à-dire qu'ils ont une approche par portion complètement fantaisiste qu'aucun scientifique ne soutient. Donc ça, c'est un exemple très concret pour dire tout d'un coup, contre-feu, ils sont capables de changer de stratégie parce qu'ils préfèrent créer de la confusion là où il y a quelque chose qu'ils estiment mettre en danger leurs intérêts contre l'intérêt général. L'autre chose, c'est que parfois les lobbies ne sont pas là où on les attend. On a proposé, par exemple, lors du dernier projet de loi encore, l'interdiction de la publicité qui cible les enfants pour les produits trop sucrés, trop gras, trop salés. On n'a rien inventé, c'est pas non plus une demande folle, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui le recommande depuis des années. Et d'ailleurs, des députés de tous bords supportaient cette demande. Eh bien, non seulement là, il y a eu le lobby de l'industrie agroalimentaire qui n'était pas super en faveur, mais il y a également eu le lobby de l'audiovisuel. Parce qu'il y a la question, tout d'un coup, des redevances. C'est-à-dire que dès qu'on touche à un intérêt privé, on a une espèce de levée de bouclier, sans même qu'il y ait une mise en perspective. Parce que nous, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit au gouvernement et aux parlementaires, on a dit, mais attendez, nous, on n'a jamais dit qu'il fallait pénaliser, punir l'audiovisuel. Mais le coût social de la surcharge pondérale, chiffre de la DG Trésor officielle, c'est 20 milliards d'euros par an.
Donc peut-être qu'après, dans la tuyauterie, on prend une décision politique d'intérêt général de santé publique, et peut-être qu'après, dans la tuyauterie, dans les process, on va être assez malin pour trouver une façon de compenser éventuellement les gens de l'audiovisuel, parce qu'on va faire des économies en faisant enfin de la prévention. Mais ça, ces raisonnements-là, ils décollent pas. C'est-à-dire qu'on a juste des gens qui voient leur intérêt à court terme privé, et qui du coup font une levée de bouclier et bloquent énormément de choses. Bon, ça, c'est ce que vous connaissez assez bien. Ça fait aussi qu'il y a des connivences entre les revolving doors, on le sait, voilà, ceux qui passent du privé, du public. Donc tout ça est bien poreux. Et puis alors évidemment, autre chose qu'on connaît bien, c'est le fameux chantage à l'emploi. Hein, donc moi quand je travaillais au Cameroun, c'était pas encore avec Foodwatch, je travaillais au Cameroun contre l'accaparement des terres et contre des projets d'expansion d'huile de palme qui non seulement déforestaient mais foutaient les gens dehors, et la Banque mondiale et tous les autres me racontaient déjà que il fallait laisser faire parce que c'était génial, ça allait faire 200 emplois. Donc tout ça, on le sait aussi, c'est des mécanismes classiques. Et donc, il faut continuer de les dénoncer. Je suis d'accord, il faut de la persuasion. Je vais rapidement, mais il y a deux autres choses sur lesquelles il faut vraiment mettre le doigt. Il y a un nouveau truc, maintenant, qui est indirect. Et ça passe par exemple, les accords de commerce. Donc, nous, c'est vrai qu'on a développé une expertise là-dessus parce qu'on a très peur, parce que ça, on ne le voit pas venir. Et tout le monde pense que c'est quelque chose finalement de très compliqué, qu'accord de commerce, ça veut dire c'est que du commerce, donc c'est quelque chose de très spécifique, mais pas du tout. Donc je vous la fais en quelques mots et je suis à la disposition de tous ceux que ça intéresse aujourd'hui ou plus tard, parce qu'il faut vraiment qu'on soit de plus en plus nombreux à comprendre les enjeux et à lutter contre ces accords actuels comme le CETA avec le Canada. En deux mots, c'est quoi? Les accords de commerce avant, c'était pour baisser les tarifs douaniers. Point. À peu près ça, quoi. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça l'enjeu. Les gens qui veulent défendre ces accords de libre-échange veulent aller plus loin. Ils veulent continuer à en fait réduire, voire éliminer toutes les formes de barrières au commerce. Le problème, c'est que les formes de barrières au commerce, ça inclut les normes environnementales, les normes sociales, les normes sur les résidus de pesticides dans l'alimentation, tout cela. Parce que ces normes, et je ne vous parle même pas du principe de précaution, sont évidemment vues par nos partenaires commerciaux comme des barrières. Et je vous rappelle qu'on a déjà été attaqué par le Canada, les États-Unis et d'autres. Quand l'Europe a décidé l'interdiction du bœuf aux hormones dans les années 90, on a déjà été attaqué devant l'Organisation mondiale du commerce. Aujourd'hui, on signe des accords qui font qu'on va encore plus être attaqué. On n'écrit nulle part que le principe de précaution, par exemple, doit être obligatoire. Il est complètement mis en danger. C'est une analyse juridique très étayée qu'on a publiée. Et en plus, ça met en place des mécanismes de coopération réglementaire où on se dit, alors on va en fait s'engager à discuter avec vous, partenaires commerciaux, dès qu'on veut mettre en place une nouvelle réglementation. Donc, je veux interdire le glyphosate, je vais devoir en parler au Canada parce que j'ai signé le CETA, etc., etc. Pour preuve, la première réunion sur le thème sanitaire et phytosanitaire du CETA, le Canada a mis à l'agenda glyphosate. Comment se fait-il qu'un État membre veuille interdire au bout de 3 ans? Je vous passe le débat national, alors que les autres sont sur une autre durée. Donc là, on a tout un lobby des multinationales qui arrivent non pas par la porte, mais par la fenêtre des accords commerciaux, qui sont des accords internationaux, donc qui sont extrêmement puissants. Et ces accords ne protègent ni l'accord de Paris, par exemple, ni le principe de précaution, ni tout ce dont on a besoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, il y a un risque d'abaissement des normes, mais nous, ce qu'on voit encore plus, c'est qu'il y a un risque de paralysie. Paralysie des législateurs, parce qu'ils n'auront plus tout l'espace de faire des réglementations sans avoir à rendre des comptes aux partenaires commerciaux et donc à leur lobby aussi. Et paralysie dissuasive parce qu'en plus, il y a ce mécanisme dont vous avez peut-être entendu parler, qui est l'arbitrage, qui permet à des investisseurs privés d'attaquer des décisions publiques lorsqu'ils estiment qu'elles sont contre leurs intérêts dans certains contextes. Et je finis d'un mot, il y a une troisième chose, c'est que quand même, quand ça ne suffit pas et quand on est persuasif et on continue de dénoncer, il y a une autre chose qui est en train de se développer, c'est quand même la dissuasion des entreprises sur la société civile par des attaques en justice. Et là non plus, on ne laissera pas faire, puisqu'il y a un collectif qui s'appelle « On ne se taira pas ». Heureusement, il y a de la solidarité dans la société civile. Il faut être persuasif, il faut aussi se défendre, parce que personne d'autre ne va défendre l'intérêt général si on ne le fait pas, quoi. Voilà en quelques mots, merci. Ouais. Merci beaucoup, Karine. Claire, ensuite? Oui, très bien. Très bien. Ouais. Bonjour, Claire Nouvian, l'association Bloom. Donc nous, je me suis dit qu'on allait parler peut-être de cette guerre qui est vraiment notre quotidien contre les lobbies aussi, en prenant l'exemple de la pêche électrique pour renouveler un peu après la pêche en eau profonde.
Et donc, si j'avais fait une présentation, je leur rappelais la trilogie toxique, parce que le problème qu'on a, c'est qu'évidemment, on n'a pas que des lobbies industriels, on a une science d'État qui se comporte comme un lobby aussi fortement qu'un lobby industriel, en usant de sa légitimité de blouse blanche pour faire passer des choses qui sont inacceptables, et le lobby d'État. Et donc, la pêche électrique, en 2 mots, c'est... Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, ouais. Très bien. Toi, c'est normal. La pêche électrique, donc, c'est le cas de figure d'une flotte de pêche néerlandaise qui sont des chalutiers de fond, qui raclent les fonds avec non seulement donc un engin qui racle le fond, mais en plus avec des chaînes qui passent à travers le sédiment pour déloger les poissons. Sont évidemment, vous imaginez, c'est un matériel industriel énorme, des bateaux qui font 40 mètres, 50 mètres, qui pèsent tout ça pèse très lourd. Donc la consommation de gasoil est énorme, la destruction de l'environnement est incroyable, la sélection à l'intérieur du filet de pêche, elle est nulle, puisqu'on fait le tri à bord du bateau. Et donc cette flotte de pêche-là, le chalutage ce qu'on appelle le chalutage à perche, cette flotte de pêche fait partie des flottes de pêche les plus destructrices d'Europe. Donc évidemment, il était quand même question de l'interdire parce que son impact environnemental d'un point de vue écosystème, espèces ciblées, mais aussi consommation de gasoil n'avait plus aucun sens. Donc on était dans le cas de figure d'une réflexion, en fait, avec une menace qui arrivait, qui était quand même l'interdiction de cette méthode de pêche. Ce à quoi le lobby néerlandais, qui est un lobby constitué, il faut imaginer quand même depuis la pêche du hareng, on parle du 15e siècle, vraiment un lobby constitué, qui a un immense rôle historique dans la constitution même des territoires, de l'économie néerlandaise et donc de l'influence politique. Ce lobby a décidé évidemment de ne pas se laisser faire et de ne pas accepter qu'on remette en cause un modèle économique, qui est un modèle donc très impactant, mais qui est leur modèle économique. Et donc ils ont fait pression pour qu'on autorise l'équipement d'électrodes. Donc on remplace les chaînes par des électrodes qui envoient du courant électrique dans les fonds. Donc vous imaginez que maintenant c'est la pêche miraculeuse, c'est-à-dire que dans un contexte où on a de moins en moins de poissons, ça permet de remplir de façon assez miraculeuse les filets de pêche, comme si en effet on était dans une scène biblique. Les derniers poissons peuvent rentrer dans les filets. Et c'est justement parce qu'on est dans ce contexte d'exploitation et de surexploitation des ressources halieutiques en Europe que la tension se fait maintenant sur la technologie, cette espèce de course en avant. Donc pour ça, il fallait faire sauter une interdiction. L'interdiction qu'on avait, qui était en Europe depuis 1998, on avait interdit la pêche aux explosifs, la pêche aux soporifiques, À la lumière des avis scientifiques, nous proposons de lever l'interdiction de la pêche électrique. Alors, ces avis scientifiques nous ont drôlement intéressés. On les a cherchés, ils n'étaient pas disponibles. Donc, on a cherché encore plus. Et c'est toujours donc une espèce de lanceur d'alerte scientifique qui nous a retrouvé le texte. Parce qu'on ne retrouvait pas cet avis scientifique si précieux, d'après lequel la Commission européenne proposait de lever une interdiction qui a été pourtant pleine de bon sens. L'avis scientifique dit exactement le contraire. Donc le premier scandale qu'on a levé en janvier 2018, c'est que l'avis scientifique dit explicitement qu'on ne doit pas accorder de dérogation pour faire de la pêche électrique. Donc là on voit qu'il y a une dualité qui a été assumée d'un mensonge public de la Commission européenne qui a dit qu'à la lumière d'un avis scientifique, alors que l'avis scientifique, forcément caché, disait le contraire. Donc, à quoi servent ces avis scientifiques? Donc, la question, c'est quand même de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait des avis scientifiques quand ils sont aussi explicites? Secondo, on voit bien qu'après, sur la base de ces avis scientifiques, on a eu, donc la pression s'est mise, et c'est le cas qu'on a, et que je pense qui est majeur pour tous les problèmes que Karine a déjà soulevés,
c'est l'expertise scientifique. Une fois que le truc est passé, 2006, hop, on autorise la pêche électrique. Et bien après, on met pression sur les groupes de travail, dont là en l'occurrence du CIEM, le Conseil international pour l'exploration de la mer, qui forge l'avis scientifique sur l'exploitation des ressources en Europe. Et donc on met la pression sur les scientifiques du Conseil international, en envoyant évidemment qui envoie les scientifiques qui vont constituer les working groups. On envoie les États, puisque c'est sur la base de la volonté. Il faut quand même payer ces chercheurs. Donc, en gros, ce sont les chercheurs d'État qui sont envoyés dans les working groups et qui finissent par donner des avis scientifiques qui sont quand même assez étranges. Donc, c'est ce qu'on a eu, ce qui a été dénoncé d'ailleurs au Parlement européen par Yannick Jadot avec force. Et même l'Ifremer s'est mouillé et a dénoncé un avis scientifique européen qui essayait de légitimer la pêche électrique et qui était évidemment infondé scientifiquement, sans référence. Enfin, il se passe des trucs quand même très bizarres. Donc, l'expertise scientifique, pour moi, c'est un sujet, mais qu'on doit absolument traiter, qui est quand même un sujet, enfin, quand on paraît raisonnable, quand on paraît rationnel comme République et qu'on fait reposer sur l'expertise scientifique toute la légitimité d'une prise de décision, il faut vraiment s'assurer que cette expertise soit forgée dans des conditions d'indépendance de ce guidage politique très, très orienté. Ensuite, une fois qu'on a cette autorisation, donc je vous donne le cas de figure parce que je vous dis, mais pour nous, c'est en train de devenir un cas d'école équivalent au glyphosate ou autre. Une fois qu'on a donc une autorisation qui est illégitime, on se retrouve avec un seuil. Donc la commission dit on va autoriser la pêche électrique dans un seuil de 5%. Et tout de suite, les licences qui sont accordées par les Pays-Bas dépassent largement les 5%, on arrive quasiment à 30%. Personne ne contrôle. Il faut que ce soit une ONG comme Bloom qui regarde, qui fasse les calculs, parce que les données ne sont pas publiques. Donc on fait nos enquêtes, on finit par avoir des informations et on montre qu'on a explosé le seuil. Donc on porte plainte auprès de la Commission européenne en disant attention, le seuil, mais cette législation n'est pas bonne, mais nous on n'a aucun recours contre cette décision arbitraire. Mais une fois qu'on a un seuil, il faudrait au moins que ce seuil soit appliqué. Le seuil n'est pas appliqué. On porte plainte, aucune réponse de la Commission. Un an après, toujours pas de réponse de la Commission. Voilà où on en est. Donc il y a un problème aussi avec ne serait-ce que le contrôle et l'application des lois, une fois qu'elles sont... Parce qu'on légifère à tout bout de bras. Par moment, on a envie de dire, si on pouvait déjà appliquer les législations qu'on a, on irait vraiment assez loin. Ensuite, on voit bien, donc cette histoire, on a, sur la base de ces licences, les licences, donc les Néerlandais se mettent à faire de la pêche électrique, ils adorent, parce que vous imaginez bien qu'ils étaient en perte chronique déficitaire. Chroniquement, ils se retrouvent à gagner de l'argent. Donc, pression sur l'État néerlandais et de nouveau sur la Commission pour aller plus loin que ce seuil de 5%, qu'ils ont d'ailleurs déjà complètement dépassé. Et donc, on se retrouve avec des propositions législatives de la Commission qui dit « Autorisons la pêche électrique de façon générale, plus de seuil partout en Europe ». Donc c'est là que nous, on se réveille, parce que pendant tout ce temps, on pouvait pas. En 2006, je vous dis pas qu'on était la tête dans le guidon, en train de se battre contre la pêche au chalut en eau profonde déjà. Donc on pouvait pas tout faire. Donc on se retrouve avec cette pression. On repart sur quoi? Des nouvelles licences. Comme ils peuvent pas changer le cadre réglementaire comme ça depuis le statut de la codécision avec le traité de Lisbonne, ils passent par des licences qu'ils appellent licences de recherche scientifique. Et on se retrouve avec une flotte entière qui fait maintenant de la recherche scientifique. Non, mais sans protocole scientifique. Donc, on a dénoncé ce scandale. La ministre néerlandaise, tout le monde a reconnu que c'était un scandale, qu'en fait, c'est vrai, c'était pas de la pêche scientifique. On leur dit où est votre protocole de recherche? Où sont les résultats scientifiques? Et en fait, il y en a pas. Donc, ils ont reconnu quand même que bon, ils l'avaient pas fait pendant 10 ans, mais vraiment, ils allaient s'y mettre. Sauf que pendant ce temps, on a une flotte entière qui a été donc convertie à l'électricité, qui a des conséquences. Nos pêcheurs sont en train de faire faillite, mais ça c'est pas chaque jour. On a des pêcheurs du nord de la France qui sont en train de faire faillite parce qu'ils ne peuvent pas soutenir cette concurrence déloyale d'un point de vue technologique. C'est radical. Donc en plus, on voit bien que cette pêche électrique tue tout, y compris les invertébrés, les œufs des poissons. Donc c'est en fait on est dans une espèce de délire technologique, vous voyez. Donc on se retrouve avec ces licences faussement, avec la pêche faussement scientifique. Là on porte de nouveau plainte, 0 réponse. Ok, donc on se retrouve avec ce truc. Et alors, le dernier truc, on se retrouve quand on donne des licences scientifiques. Eh bien, vous voyez bien qu'on a créé le moyen, enfin l'avenue législative, légale, pour pouvoir. On a créé la tuyauterie pour mettre de l'argent dedans. Après, on est légitime quand on fait de la recherche scientifique pour demander de l'argent public pour faire cette recherche. Et là, ce sont des millions d'euros. Donc le chiffre officiel pour l'instant, c'était que 6 millions. C'est ce qu'on avait calculé sur la base de l'outil financier qui a commencé en 2015, sur lequel il y avait un fichier qui était disponible. Et nous, on a demandé, mais comme cette pêche électrique, c'est surtout convertie
entre 2007 et 2015, est-ce que vous pouvez nous donner les fichiers de subventions publiques? Et là, on se rend compte, évidemment, on arrive sur le sujet de la transparence. Les fichiers n'étaient pas disponibles. Des fichiers européens d'argent du contribuable européen qui alimentaient une fausse pêche scientifique, une pêche en grande partie illégale parce qu'elle était en dépassement du cadre réglementaire. Ce fichier n'était pas disponible. Donc, on a dû faire campagne aux Pays-Bas, utiliser une pression, enfin, faire monter une pression absolument infernale sur le Premier ministre pour qu'il lâche sur ce fichier qui était le fichier crucial. Donc on était à un premier calcul qui était de 6 millions, on est en train de publier, donc je ne vais pas vous le dire, mais c'est bien plus que ça, puisqu'on est en train d'analyser ce fichier qui est juste dingue. C'est-à-dire que tout cet argent, ces millions d'euros, aurait pu être utilisé dès le départ, non seulement pour ne pas encourager les pires méthodes de pêche, voilà, mais c'est qu'en plus on empêche la conversion de l'ensemble des flottes européennes vers quelque chose qui serait durable. Et qui aurait du sens d'un point de vue social, qui éviterait la casse sociale qu'on est en train de voir sur nos territoires. Pas seulement en France, mais en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, au Danemark. C'est complètement dingue ce qui se passe. Donc voilà, alors je vous passe sur la méthode, parce que les méthodes, on les connaît, les lobbies, mais bon, on est arrivé dans un contexte au Parlement, donc c'est vrai que nous, on est habitués à des lobbies français, qui sont aussi des intérêts corporatistes très constitués, qui ont l'oreille et le relais des administrations, etc. Parce que cette histoire, par exemple, de ce que je vous ai dit, sur le bras de fer qu'on a pour obtenir des données publiques, simplement de financement, c'est-à-dire que toutes les subventions françaises données à la pêche française, ça fait 3 ans qu'on est en bras de fer avec l'administration française, avec le ministère. C'est ce niveau d'opacité est inacceptable. Surtout que par ailleurs, on va signer, vous savez, le partenariat pour un gouvernement ouvert. On en fait des déclarations magnifiques, mais alors par derrière, on n'est pas du tout capable de le mettre en œuvre. Donc il y a aussi un problème de culture dans les administrations qui est quand même profond. Parce qu'il va falloir que travailler pour l'intérêt général, je peux vous dire que c'est pas juste les lobbies, quoi. C'est aussi transformer l'administration et une grande partie des élus. Donc, et les méthodes, voilà. Donc, on se retrouve au Parlement européen face à des lobbies néerlandais. Donc, on est habitué à la guerre des lobbies. Là, on se retrouve face à des lobbies ultra vulgaire. Je vous avoue que c'était une nouvelle donne parce que on est passé nous on a été menacés de mort, ce que vous voulez encore il y a pas longtemps, etc. Mais ça se fait toujours off, quoi. C'est toujours on croise le président du comité des pêches qui va me dire toi te tuer ça coûte 3 000 € en Corse, hein. Je dis bah vas-y, enfin super, merci. Voilà ce genre de choses, mais on est habitué à ce genre de choses. Mais là on se retrouve avec des insultes publiques, mais des trucs de dingue. Donc on se fait, sur une slide, j'avais des trucs assez vulgaires pour vous animer la pause, si vous voulez. Et c'est dingue parce que c'est un niveau quand même de violence. On voit que c'est quand même aussi culturel. En fait, ils sont tellement implantés, ils ne peuvent pas imaginer qu'une ONG, sur la base de transparence et de recherche, puisse remettre en cause leur modèle économique. Et donc ils ont fait une campagne, toute leur campagne au Parlement européen a été appelée fake news. Alors heureusement, ils sont pas très bons en stratégie de com, parce que leur truc s'appelait fake news. Donc quand on ouvrait leur mail, on se disait tiens, c'est de la fake news. Mais en fait, ils disaient fake news pour essayer de contredire ce que nous on disait. Donc évidemment, ça s'est un peu retourné contre eux parce que c'était pas d'une grande habileté psychologique. Mais il n'empêche, ça a été tout ça. Et ensuite, et là, c'est eux qui mentaient. Donc ils ont une méthode de pêche qui rejette 70% des poissons, qui consomment 6 fois plus de carburant que par exemple la pêche qu'on va trouver dans le nord de la France, etc. Mais ils ont dit n'importe quoi. Voilà, bon, le mensonge non sanctionné. Mensonge non sanctionné. C'est quand même pas normal. Donc, attaque non sanctionnée. Et même, comme ils ont des Néerlandais députés qui sont, ils ont le Trump européen, quoi. Il est dingue, il s'appelle Peter Van Dalen, si vous voulez vous marrer, vous allez voir. Et ce type-là a porté plainte contre Bloom 2 fois pour essayer de nous faire rayer du registre de transparence. Ce sur quoi, donc c'est intéressant de voir que ce sont les menteurs, qui sont constitués comme intérêt privé très très précis, qui vont porter plainte contre celui qui essaye de représenter l'intérêt général. La première plainte a été déboutée, mais ça a été intéressant parce que du coup, le registre de transparence a enquêté. Mais alors là, on rigole aussi sur le registre de transparence européen. Parce que du coup, ils sont venus enquêter autant sur eux que sur nous. Mais alors, enquêter, je mets des gros guillemets. Parce que du coup, ils nous ont dit, mais le budget, on vous met dans une zone, on n'y croit pas parce que vous êtes 3 lobbyistes et le budget que vous mettez pour le lobbying, il n'est pas assez élevé par rapport au nombre que vous êtes. 3 lobbyistes. Sauf que, en fait, ils n'arrivent pas à croire que je puisse être bénévole depuis 13 ans. C'est dans le modèle, c'est pas possible. Il faudrait que je sois payé 100 000 € pour être crédible. La réalité, c'est que je suis bénévole depuis 13 ans. Et la réalité, c'est que nos employés travaillent sur 2000 trucs et pas juste le lobbying à Bruxelles. Et donc, on a mis vraiment ce qu'on dépensait en lobbying, c'est-à-dire évidemment très peu. Alors que eux, en effet, livraient un budget de lobbying de 100 000 € par an. Donc les 2 lobbies principaux néerlandais. Après enquête, ils ont dû réévaluer à 1 million d'euros par an.
Donc on voit bien qu'ils ont fait x10. Mais sur la base de quoi? Simplement d'un peu de pression. Est-ce que le registre de transparence nous a demandé accès à nos comptes? Pas du tout. Alors, j'ai même pas pour les mettre en ligne, même pas pour vérifier que ce qu'on disait était un tant soit peu crédible. Donc les enquêtes, entre guillemets, c'est rien du tout. C'est juste, je dis bouh, et alors sur la base de il y a quelqu'un qui s'est présenté, je vais peut-être un peu réévaluer. C'est n'importe quoi. Et l'enquête et les contrôles. Donc voilà, en gros, je conclus simplement en disant que quand on a un cas scientifique qui est économique, écologique, social, clair, comme le nôtre, on continue. Et là, on est en train de le perdre politiquement. C'est-à-dire qu'envers et contre tout, la Commission tient place forte ne répond pas à nos demandes. Les subventions, on a montré que les subventions qui avaient été accordées étaient illégales. Elles allaient contre le règlement et à plusieurs titres. Donc on a porté plainte auprès de l'OLAF, vous savez, l'Office de lutte antifraude européen. Pas de réponse. Enfin, vous voyez, on en a 3 plaintes. On a des collègues, on a fait les calculs pour eux. On a montré la présence de bateaux électriques dans des aires marines protégées. Ils passent dans des aires marines protégées. Eux ont porté plainte, parce que j'aurais dit, moi je vous avoue, j'en ai marre des plaintes, ça sert à rien. Mais ils ont porté plainte auprès de la DG Environnement, nous c'était la DG Mar, etc. On en a 4 plaintes, mais c'est n'importe quoi. Et vous savez quoi? Ils passent, mais comme un seul homme, c'est un troupeau de gnous, c'est comme si tout ça n'existait pas. C'est comme si on n'avait rien dit. Et politiquement, le Conseil est avec eux. La France, Macron avait dit « Je suis contre la pêche électrique ». Il avait fait même une conférence de presse avec Mark Rutte, le Premier ministre néerlandais. Alors ça fait effet, parce qu'on dit « Waouh, il est courageux Macron, il ose carrément le dire devant le Premier ministre et tout ». Derrière, rien. La France n'a pas levé un petit doigt. D'ailleurs, on a une pétition, soyez tout à fait à l'aise pour la signer et lui faire écho. Et ça, rien. Les services diplomatiques français n'ont pas du tout l'intention de se fâcher avec des Néerlandais. Ils en ont rien à faire de la pêche électrique. Ils en ont rien à faire de leurs pêcheurs artisans. Les pêcheurs artisans sont complètement lâchés par leur comité national des pêches. Le comité national des pêches a dit sur RMC je pouvais pas faire un Bourdin, Bourdin c'est RMC, c'est ça? Ouais, Bourdin. Je pouvais pas faire un Bourdin. Ils ont appelé le comité des pêches. C'est le président du comité des pêches qui allait à ma place pour dire ouais, on est contre la pêche électrique, c'est horrible. La veille du vote au Parlement européen, le comité des pêches a envoyé une lettre à tous les députés français pour qu'ils votent pour la pêche électrique. Vous voyez ce qui se passe. Donc, les lobbies, je peux vous dire, ils ont infiltré. Et donc, je me dis, j'en reviens toujours à cette question. Évidemment qu'il faut agir de façon réglementaire. La réglementation va peut-être changer aussi notre probité, notre perception morale. Mais il y a quand même un gros problème de probité du personnel. Voilà. C'est désespérant. Merci beaucoup Claire. Je vais passer la parole à François Veillerette. Avec quand même, je trouve que dans vos 2 interventions, je pensais pas que ça serait aussi clair, pour être franche, c'est que vous parlez de l'État, vous parlez des institutions, et d'une certaine manière, vous parlez encore davantage de l'État, des institutions et de la question démocratique que des intérêts privés. Donc il y a quelque chose autour de ça. Quand on parle lobby dans le débat public, on parle beaucoup des entreprises, on parle de leurs moyens financiers, et là, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a une infiltration mentale au sein même de ceux qui sont chargés d'organiser la démocratie et dont on pense qu'ils représentent l'intérêt général. Et c'est ça la principale chose que vous venez de dénoncer. Donc je passe la parole à François Veillerette. Mais je pense que ça, c'est un truc qui doit aussi orienter notre demi-journée. Comment est-ce qu'on fait pour supprimer l'infiltration mentale? Merci. Donc, on n'avait pas préparé la transition, mais ça va aller très bien avec ce que j'ai envie de vous dire ce matin. Parce que le lobbying, effectivement, c'est aussi la stratégie du troupeau de gnous pour influencer directement la législation. Enfin, ça se voit. Je me doutais que je ne parlerais pas en premier. Donc moi, je voulais vous parler plutôt de la sous-couche. Hein. Comme en peinture, on met une sous-couche, après on met la couche qui se voit. Et la sous-couche, qui relève effectivement de l'infiltration mentale, mais pas que. Pour moi, elle est aussi importante. Elle est aussi, d'ailleurs... antidémocratique dans ses fondements, dans ses fonctionnements que le reste, que la technique plus violente à l'ancienne que Claire Nouvion nous a bien décrite. Pour moi, il y a un premier niveau de préoccupation qu'on voit jamais, ou rarement, qui est moins étudié. C'est comment, par exemple, des règles, des normes sont définies sous influence de l'industrie, mais des règles et des normes qui vont servir, dans un deuxième temps, à définir la loi ou d'autres règles. C'est un petit peu abscon comme ça, je vous donne des exemples. Moi, j'ai un collègue hollandais qui travaille pour le réseau Pesticide Action Network Europe qui a fait un travail là-dessus, Hans Mullerman. Et il a été voir, par exemple, d'où venaient les règles qui font qu'on va classer des études dites bonnes pratiques de laboratoire comme de rang 1, les meilleures, et pas les études universitaires, parce qu'elles ne suivent pas ces lignes directrices-là, qui ne donnent pas de qualité scientifique supérieure, mais qui sont des données d'enregistrement très lourdes. Il y a une histoire derrière ça, et on peut la tracer. Il a fait un travail de cinglé, Hans,
Et il a montré que ça avait été influencé dans les années 90 par des toxicologues de BASF. Maintenant, c'est devenu une pratique admise, commune. Et on dit non, mais ça, c'est pas de bonne pratique de laboratoire. Les régulateurs prennent ça comme un truc qui est une vérité scientifique. Or, c'est le fruit d'une histoire. De la même façon, de manière courante, on va chercher dans des expériences maintenant au niveau de l'évaluation réglementaire d'autres groupes contrôle dans les études, c'est-à-dire des groupes non exposés. Une étude scientifique, c'est toujours fait de la même manière. On compare ce qui arrive à des animaux d'un groupe exposé à un produit chimique ou un facteur de risque, et on compare avec un groupe contrôle pas exposé. Normalement, on doit comparer avec le groupe contrôle de l'étude quand c'est bien fait. Maintenant, de manière industrielle, les porteurs de dossiers, Monsanto et autres, hein, bien sûr, tout le monde, va chercher des données de contrôle historique, c'est-à-dire des données de groupes de rats non exposés dans d'autres études. Et là, c'est une manipulation. C'est des données vieilles de 15 ans, c'est pas la même souche de rat, c'est pas le même pathologiste, qu'on n'est pas sûr qu'il interprète les couples de la même façon, etc. Mais employé à niveau industriel, ça permet de déclasser plein de conclusions scientifiques qui vont dire, finalement, votre étude, mais quand on compare un groupe contrôle de l'étude Tartampion il y a 15 ans, il n'y a pas de différence significative circulée, il n'y a rien à voir. Bon, on pourrait continuer comme ça de manière détaillée. Et ça, c'est extrêmement important, parce que c'est ce qui permet aujourd'hui, à bas bruit, sans que ça se voit du tout, de déclasser des études, y compris des études de l'industrie et leurs conclusions. Après, je crois qu'il y a aussi le gros travail d'influence culturelle, je dirais, de fond. C'est un peu ce que tu évoquais en passant la parole, ou comment on fait pour faire croire à l'ensemble du personnel politique, aux influenceurs, aux médias, etc. Par exemple, que le principe de précaution, c'est forcément l'ennemi de l'économie, que l'évaluation du risque, c'est vachement plus scientifique et plus sérieux qu'une approche par le danger, ce qui est une autre façon de traiter le problème du principe de précaution. Comment, quand on est la FNSEA, on arrive à faire croire, parce qu'on le répète 25 fois, ou 25 000 fois plutôt, qu'on utilise moins de pesticides maintenant qu'il y a 10 ans, alors que les chiffres disent exactement le contraire. Donc comment, finalement, il y a une influence de fond qui porte ses fruits. On a vu hier une sortie un peu approximative du nouveau ministre de l'Agriculture, qui répondait un petit peu à une autre question, mais qui finalement a laissé filtrer sa vision des choses sur le rôle de la science dans l'évaluation des pesticides. Pour lui, les scientifiques doivent dire quand il y a un problème, mais ça sous-entend que les produits peuvent venir sur le marché et que finalement, ça se voit clairement sous influence d'une approche d'évaluation qui est celle de l'industrie. Après, cette approche d'influence, elle est aussi de plus en plus sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'avant, les lobbies industriels étaient assez mauvais sur les réseaux sociaux, enfin tout du moins en France. Ils se sont réorganisés. Alors, il y a les exemples des fermes à trolls, de Monsanto et autres, c'est des très bons exemples. Mais c'est des rouleaux compresseurs qui nous paraissent un peu ridicules à nous, parce qu'on dit c'est pas très adroit, ça se voit quand même, il y a leurs empreintes digitales partout. Mais même si c'est pas adroit, c'est extrêmement efficace. Donc on aurait tort de les sous-estimer pour ce qu'on juge comme étant du travail pas très joli. C'est un travail de masse, et c'est la masse qui fait qu'il y a une efficacité. Et le dernier point d'influence un peu dans les fonds, dans les sous-couches, c'est le travail d'influence sur la science, qui est extrêmement important, qui commence à être de mieux en mieux compris, notamment à travers les enquêtes qui ont été faites autour des Monsanto Papers et d'autres affaires. Effectivement, on s'aperçoit que produire de la science manipulée directement ou indirectement par les porteurs d'intérêts industriels, ça permet de contrôler après l'évaluation du risque et le système d'autorisation. Donc si vous avez pollué la science en amont, qu'en plus vous avez influencé et inspiré des règles qui vont servir à définir ou à appliquer des lois ou des règlements au niveau européen, vous tenez à peu près les affaires par tous les côtés. Et c'est alors que la deuxième couche, l'approche par un troupeau de gnous, qui me plaît bien cette expression, va intervenir, là en faisant pression directement, mais avant, ils auront déjà toutes les cartes dans leur jeu, et c'est ça aussi qui fait la dissymétrie avec les groupes d'intérêt général qu'on représente, c'est que nous, on n'a pas influencé avant les règles du jeu. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, François. Alors, sans transition, je vais passer la parole à Arnaud Apothécaire. Voilà, oui, qui peut se présenter aussi s'il le souhaite, bien sûr. Peut-être que tout le monde le connaît déjà autour de la table, mais... Oui. Bonjour, je vais me présenter de toute façon. Je suis le quatrième à intervenir. Alors, beaucoup des choses ont déjà été dites, donc, mais je vais y revenir avec l'angle dans lequel moi j'ai travaillé.
En présentation, je suis délégué général d'une petite association qui s'appelle Justice Pesticides et dont le but est de collecter toutes les affaires judiciaires qui concernent les pesticides dans le monde. Alors pourquoi je mentionne ça aujourd'hui, c'est parce que Karine l'a dit, des ONG sont de plus en plus attaquées, éventuellement par les industries. C'est une façon, ces fameuses poursuites bâillons pour les empêcher de s'exprimer. Et l'autre aspect, c'est qu'effectivement, on se rend compte qu'un certain nombre des méthodes de lobby, des méthodes de persuasion ou d'influence des entreprises, et là je parle beaucoup plus du domaine de l'agrochimie et de l'agroalimentaire que je connais mieux, ont pu être démasquées. On a parlé des Monsanto Papers grâce à ces procès. Donc c'était pour ça que je tenais à mentionner ça, mais je crois que je suis venu ici parce que j'ai une expérience de 20 ans de campagne sur les OGM et les pesticides à Greenpeace, de quelques années au Parlement européen comme conseiller sur les questions d'OGM. Donc en gros, toute ma carrière professionnelle, je l'ai vu confronté, non pas indirectement parce que c'est assez rare que ces lobbies acceptent de parler dans des débats contradictoires avec les ONG, mais j'ai été confronté à l'action très forte des lobbies. Et ce lobby de l'agrochimie est un des lobbies effectivement les plus puissants, hein, comme en faisait par exemple, comme en témoignait, comme en a témoigné Nicolas Hulot très récemment, mais comme beaucoup de ministres de l'Environnement ont pu le constater. Moi, je me rappelle du moment où se négociait, où se discutait la loi sur les OGM en France, que le ministre de l'Environnement de l'époque avait l'impression que ce lobby de l'agrochimie était tellement énorme que même le lobby du nucléaire ou du pétrole était dépassé. Et c'est un lobby, on l'a dit aussi, qui n'est pas seulement au niveau français, je dirais, c'est déjà assez compliqué, mais qui s'exerce de façon extrêmement forte au niveau européen. On l'a vu sur la pêche et on le voit sur tout un tas d'aspects, mais également au niveau mondial. L'expérience que j'ai pu avoir dans des pays d'Amérique latine, c'est que le lobby de l'agroalimentaire est propriétaire d'à peu près tous les médias, de tous les quotidiens qui paraissent en Amérique latine, ce qui rend l'expression de visions différentes extrêmement difficile et ce qui donne aussi à ce lobby une proximité extrêmement forte avec les décideurs politiques, à la fois par l'intermédiaire des médias et directement. Et je crois qu'une des choses qui m'a marqué, et je m'excuse si ça fait un peu écho ou ça répète ce qui a déjà été dit, mais comme l'ordre n'était pas forcément clair, on est très souvent comparé, nous qui nous battons, je dirais, pour la défense de l'environnement ou d'intérêts généraux, on est souvent appelé le lobby de l'écologie, le lobby de l'environnement, ce qui permet, en quelque sorte, de façon subliminale, de mettre sur le même niveau le plaidoyer des associations en faveur de l'intérêt général et la défense d'intérêts privés par l'industrie. Alors évidemment, ce parallèle est extrêmement néfaste, à la fois parce que est néfaste et faux, évidemment. Ça a été mentionné, je n'ai pas de chiffres spécifiques à donner, mais ils ont déjà été donnés. Les moyens économiques et logistiques dont dispose l'industrie agroalimentaire est sans commune mesure avec les moyens économiques dont disposent les associations à but non lucratif. On a vu et on le voit souvent des voyages dits d'études payés par ces lobbies dans des hôtels de luxe. C'est quelque chose qui est le plus directement visible dans le cas du lobbying. C'est toutes les distractions, entre guillemets, les cadeaux qui sont faits à des personnels politiques pour, soi-disant, se rendre compte d'une réalité de la production de certains produits, ce qu'évidemment les ONG non seulement n'ont pas les moyens de faire, mais se refuseraient de toute façon à faire. Et la deuxième question, le deuxième grand divorce, c'est évidemment, on l'a dit, est-ce qu'on défend des intérêts privés ou est-ce qu'on défend l'intérêt général ? Et la défense d'intérêts privés n'est, à mon avis, pas illégitime en soi, mais elle doit être clairement identifiée comme défense d'un certain type d'intérêt. Et aujourd'hui,
je trouve que la façon, le lobbying de l'industrie est en train d'évoluer et qu'il y a un brouillage de plus en plus général, de plus en plus complexe entre ce qui est l'intérêt privé et l'intérêt général. Les lobbies, en tout cas dans l'agrochimie, sont en train d'essayer de brouiller cette frontière entre intérêt général et intérêt privé par l'intermédiaire d'associations qu'ils créent en général eux-mêmes, de nouvelles associations à but non lucratif, ou par l'influence qu'ils peuvent avoir dans le milieu académique sur les questions de recherche, dans lequel ils impliquent quelque part qu'il y a un consensus relativement général sur l'iniquité de certains produits et que l'opposition ou les réticences viennent de la part d'une minorité d'illuminés. Dans certains cas, on pourrait dire, avec l'amiante, maintenant si on en pense, ces illuminés étaient un petit peu en avance, mais ils sont considérés comme, et c'est pour ça qu'on les appelle les lanceurs d'alerte, comme véritablement un personnel ou une partie du personnel ou du public extrêmement limité. Alors, quelques petits exemples, hein, très, très rapidement, puisque beaucoup a déjà été dit. Le brouillage entre les intérêts privés et l'intérêt général. Peut-être certains d'entre vous ont vu ces éléments qu'on a vus dans la presse il y a 2 ou 3 jours suite à une investigation de l'association Greenpeace pour laquelle j'ai eu, j'allais dire, le plaisir ou l'honneur de travailler, qui montre comment Monsanto a contracté une firme de lobbying, une firme spécialisée du lobbying, hein, cette firme appelée Red Flag, domiciliée à Dublin, en Irlande, hein, je ne sais pas pour quelle raison, on peut essayer de le deviner, afin de créer dans 7 ou 8 pays européens une association qui s'appelle en français Agriculture et Liberté, qui s'appelle Freedom to Farm, je crois, au Royaume-Uni, La Libertà dei Coltivare en Italie, qui est une association, alors j'ai tendance à dire une pseudo-association évidemment, mais qui est présentée comme une association d'agriculteurs qui se mobilise contre la prochaine interdiction du glyphosate. Alors évidemment, la façon dont ils sont présentés pourrait faire penser au personnel politique, aux décideurs politiques, qu'effectivement, il y a des associations qui défendent l'intérêt général. L'intérêt général, c'est par exemple défendre l'agriculture de conservation, c'est-à-dire ce qu'on appelle le non-labour, permis par l'utilisation du glyphosate, soi-disant, et qui risque d'être mise à mal, alors que c'est une des évolutions dites positives d'un point de vue écologique de l'agriculture, par l'interdiction du glyphosate. Cette association, quand on regarde d'un peu plus près, on ne voit rien, on ne voit personne de qui est derrière cette association, qui les finance, et cette association d'agriculteurs ne compte aucun agriculteur. Toutes les personnes qu'on peut voir sont des personnes qui sont liées à l'industrie agrochimique. Et c'est ainsi que la façon du lobby est d'essayer de montrer que finalement il y a une attitude relativement générale en faveur dans ce cas-là, c'est du glyphosate. Un autre exemple qu'on peut donner aussi, qui est une des associations sur laquelle que certains d'entre vous connaissent, c'est cette association qui s'appelle l'AFIS, l'Association française pour l'information scientifique, qui se présente comme une association de scientifiques indépendants. Et quand on voit la littérature de cette association de scientifiques indépendants, c'est la copie, quasiment mot pour mot, des arguments de Monsanto pour la promotion de ces pesticides et de ces OGM. Et donc, cette association, qui comporte des scientifiques, propose, par exemple, des séminaires. Si vous avez envie d'aller en voir un, il y a un séminaire, là, le 17 novembre, qui s'appelle « 50 ans de lutte contre les pseudosciences ». Les pseudosciences étant effectivement tout le travail qui est fait, qui met en cause ou qui, en tout cas, pose question sur un certain nombre de pesticides. Je marquais ça parce que c'est le 17 novembre, vous avez évidemment le temps d'y aller,
mais l'AFIS s'enorgueillit que 3 scientifiques de l'Académie d'agriculture vont parler à cette conférence. Et pour beaucoup, quand on parle d'Académie d'agriculture, évidemment, on voit le haut du plateau au niveau des scientifiques. Et d'une part, bon, on sait ici que l'Académie des sciences est un des organismes les plus, j'allais dire, réactionnaires au niveau de sa vision écologique et au niveau de l'avancée technologique. Mais en même temps, cela montre à quel point l'industrie a réussi à pénétrer, j'allais dire, le milieu académique et scientifique. Et comme l'ont montré, par exemple, les Monsanto Papers, obtenus suite à des procès, effectivement, d'agriculteurs contre Monsanto, tout cela est favorisé grâce à la pratique qui a été dénoncée et qui a été démontrée de Monsanto de faire ce qu'on appelle du ghostwriting. Je ne sais pas comment on le dirait en français, on dirait écriture par un nègre, si ce n'était pas un mot qui a aussi une connotation négative, mais c'est qu'on fait écrire par des scientifiques dits indépendants, des scientifiques fantômes, mais qui existent. Ce sont des vrais scientifiques. Mais ce ne sont pas eux qui ont écrit, ils ont mis leur signature au bas de papier scientifique pour accroître leur crédibilité. Et ce type de travail, pourquoi je pense qu'il est important et qu'il rend notre travail difficile par rapport à l'influence des lobbies, ce n'est pas directement consignable par des rencontres entre des personnels politiques et des industriels. Il y a aussi les rencontres avec le milieu académique et les scientifiques dits indépendants convaincus du bien fondé de Monsanto, ou des associations qui se présentent de façon abusive comme les représentants d'intérêts généraux. Et pour en terminer, parce qu'on n'a effectivement pas énormément de temps pour nos exposés, c'est très récemment, il y a eu l'audition, par exemple, et ça montre, de mon point de vue, à quel point le lobby arrive à pénétrer les agences de réglementation avec des scientifiques. C'était l'audition du directeur de l'Agence européenne de sécurité des aliments au niveau européen, qui, d'une part, confirme évidemment l'avis de l'Agence européenne que le glyphosate ne pose pas de problème, même si le Centre international de recherche sur le cancer l'a déclaré cancérogène probable en 2015, en attaquant dans son audition le coordinateur de ces travaux du CIRC, indiquant qu'il n'avait sans doute pas pris le temps ou la peine de lire l'ensemble des documents qui avaient été mis à sa disposition par l'AESA, et qui indique clairement, ce directeur, que le problème du glyphosate n'est pas un problème scientifique, mais un problème politique, parce qu'il y a un consensus de toutes les agences de réglementation sur l'innocuité de ce produit. Alors, il a beau critiquer le coordinateur du travail du CIRC, qui a également été consultant pour des avocats de victimes du Roundup, il ne parle pas des conflits d'intérêts au sein de l'AESA, dénoncés d'ailleurs tous les ans au Parlement européen, qui font que quasiment la moitié des scientifiques des panels d'expertise de l'AESA proviennent de l'industrie, ou en tout cas sont liés à l'industrie. Il ne parle pas non plus d'un autre exemple flagrant du lobby de l'industrie, qui a profité de toute la discussion et sur le glyphosate pour tenter en 2012 de faire réautoriser le diquat, qui est un autre herbicide extrêmement toxique, mais pour lequel... Hein, il vient d'être interdit. Ah, il vient d'être interdit, alors ça c'est les... Mais il aurait dû l'être déjà il y a 2-3 ans, mais le travail de Syngenta a été de critiquer les travaux de l'EFSA, d'écrire et d'influencer directement la Commission pour qu'elle demande à l'EFSA de recommencer ses analyses de toxicité à propos du diquat. Et effectivement, mes informations dataient de mars 2018, dans lequel on était dans ce processus, et le diquat vient malgré tout d'être interdit. Ce qui veut dire, effectivement, que malgré tout, il y a un espoir, dans un certain nombre de cas, de combattre
ces lobbies agrochimiques grâce au travail des ONG. Je vous remercie. Merci.